Bonjour tout le monde, bienvenue au comité plénier public numéro 2 du 28 juin 2022, 11h30, salle du conseil d'arrondissement de Bénéfice. Donc, welcome to the plenary public committee of the June 28, 2022, 11:30 it is. No, it's actually 11:40, so we're late, sorry about that. So this is in Montreal. So opening of the meeting, adoption of the agenda. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Le procès-verbal du 24 mai. On va adopter le procès-verbal du 24 mai. Everything was okay. So adoption of the minutes of May 24th. So that's fine. So we move on to point 4.1.1, meeting with the Sherbrooke Ombudsman, sur la rencontre avec l'Ombudsman de Sherbrooke. C'est à votre tour. Merci. Alors, c'est ça, la majorité d'entre vous connaissez. Je ne sais pas nommer Maître Raymond, excusez. Michel Raymond, secrétaire général de l'Ombudsman. Alors, comme je disais, la majorité d'entre vous me connaissez déjà, soit pour m'avoir croisé dans l'édifice, soit parce que ça fait quelques années qu'on échange ensemble. J'ai quand même trouvé pertinent de refaire le tour des arrondissements pour rencontrer les élus. Bon, les nouveaux élus, la présentation est tout à fait appropriée. Puis les élus qui étaient déjà là, qui m'ont déjà entendu, ben, c'est pas mauvais de faire un petit retour sur ça. Pour vous-même et pour les citoyens qui peuvent vous interpeller et qui peuvent éventuellement avoir besoin des services de l'Ombudsman. Alors, j'ai préparé un document PowerPoint pour, que je pourrais même vous laisser, si vous le désirez, comme référence. Je me suis un petit peu emballée en faisant le document. Alors, il est un petit peu plus volumineux que ce que je voulais au départ, mais on va quand même passer au travers les points principaux à tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à mesure que vous avancez ou juste à la fin? Ça peut être au fur et à mesure. J'ai pas de problème avec ça. D'accord? Alors, j'ai fait une petite table des matières, là, introduction, caractéristiques générales, organisation, mandat et pouvoir, processus. Et j'ai fait une section là, particulière pour élus avec ombudsman, ce qui peut être intéressant pour vous. Et bon, pour en savoir plus. Alors, introduction. Est-ce que vous avez l'écran de PowerPoint? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'un ombudsman? Bon, souvent, au début, surtout les premières années, puis là encore, ça arrive, les gens disent, c'est quoi ça, ombudsman? Ombuds quoi? Beaucoup me font la blague ombudswoman, parce que je suis une femme. Bon, le ombudsman, dans les trois définitions que je vous ai inclus là, la deuxième me paraît très bien, là, dans le sens que c'est un organisme indépendant, objectif, puis est là pour défendre les droits des citoyens face à une organisation. Peut-être avancer votre PowerPoint, parce qu'on est encore en table des matières. Je pense que c'est André qui a dit. Oui, c'est moi. Excuse-moi, je vais te dire les pages, ça va être mieux peut-être. Parfait. Troisième page. Oui, c'est ça. Troisième page. Alors, enquête aussi sur les plaintes contre les services gouvernementaux ou autres secteurs publics ou privés. Parce qu'il faut savoir que les ombudsman, il y en a dans le domaine public, comme dans mon cas, mais il y en a aussi dans le domaine privé, là, dans les grosses entreprises. Je vous amène à la page suivante, la page 4. J'ai justement là, mis quelques exemples d'ombudsman. Alors, au niveau provincial, protecteur du citoyen au Québec, on connaît. Au fédéral, l'Agence du revenu du Canada, par exemple. Un ombudsman des contribuables qui s'appelle, bon, l'université, le CHU, Post Canada. Vous voyez, c'est assez varié comme domaine. La page 5, le rôle de l'ombudsman, moi, je l'ai toujours vu, j'ai toujours lu dans la Constitution comme à deux volets. C'est-à-dire que c'est à l'égard des citoyens et des citoyennes. On prend, là, ils déposent une demande, ils ont un problème différent avec la ville, puis ils s'adressent à nous en dernier recours. Alors, on veille au respect des droits, on reçoit les plaintes, on les traite, on analyse les situations et on les traite. La page 5, excusez-moi.
Quand on parle de dernier recours, là, c'est avant de s'engager dans des frais d'avocat. C'est ce que moi j'avais compris. Est-ce que c'est C'est entre autres ça. Je vais y revenir tantôt. Oui, en partie, mais ça suppose aussi des démarches préalables au niveau de l'administration municipale. Oui, et c'est ce que je veux dire. Autrement dit, tu écoutes toutes tes possibilités, puis là, le jour où tu es obligé d'engager un avocat, on considère aller vous voir. Oui, mais c'est ça. L'important, c'est vraiment d'avoir fait un cheminement avant dans l'appareil administratif, parce qu'il y a déjà des choses en place. Puis souvent, vous êtes interpellé, vous, là, par les citoyens, puis vous êtes en mesure justement de les diriger vers ces premières ressources-là, si on peut. Mais si les gens vous interpellent et qui ont déjà fait ce cheminement-là, ben, là, c'est là que ça peut être pertinent de les référer au bureau de la bâtiment. Ensuite, c'est ça. Bon, oui, on veille au respect des droits, on reçoit, on traite les plaintes, on analyse si ça fait partie de notre juridiction. On les informe des processus aussi. Ça fait partie de notre rôle d'information. Comment ça fonctionne à la vie? Des fois, les gens nous appellent ou nous envoient un courriel, nous demandent, puis ils ne savent pas trop où s'adresser. Ils ont vu un bâtiment, ils ont dit « Ah, tiens, on va appeler là. » Alors, on peut informer les gens aussi par le français et tout ça, les diriger vers les bonnes ressources et parfois leur expliquer les décisions de l'administration. Des fois, ils se retrouvent avec une décision, puis ils ne se disent pas d'accord, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris ou on ne leur a pas expliqué la décision. Alors, ça fait partie aussi du rôle de leur métier de faire ça. En fait, ça, je pense que c'est important que vous le mentionniez parce que c'est souvent l'endroit où c'est qu'on passe beaucoup de temps au téléphone avec les citoyens, mais c'est transparent, nous autres, on ne voit pas ça. C'est bien que vous le mentionnez, que quand même, on passe beaucoup de temps au téléphone avec les citoyens. Beaucoup de temps avec les citoyens pour s'assurer. Dans le fond, on veut s'assurer que quand ils quittent notre bureau, ils ont eu réponse, ils comprennent. Ils ne sont peut-être pas d'accord, mais ils comprennent. Souvent, ça désamorce une espèce de colère qu'il peut y avoir dans l'administration, quelque chose, juste le fait de comprendre, OK, je comprends, je passe à autre chose. Maintenant, je disais en deux volets. Ça, c'était le volet citoyen. Volet administration municipale aussi. Ça permet, le bureau d'ombudsman, ça permet de mettre en lumière des choses qu'il ne voit pas nécessairement dans la gestion quotidienne. Ça fait les plaintes des citoyens, ça fait relever des lacunes, des choses qui auraient besoin d'être ajustées, d'être révisées, d'être rédigées autrement, d'être prévues dans une politique administrative. Alors, ça sert aussi à ça. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que l'ombudsman, c'est aussi un outil de gestion pour l'administration municipale. Alors, ce volet-là est, quant à moi, aussi important que le volet citoyen. Ça fait partie du rôle. Et dans ce contexte-là, il y a aussi les recommandations. On verra tantôt, là, mais l'ombudsman a le pouvoir de faire des recommandations à l'administration qui peuvent faire en sorte justement d'ajuster les politiques et les processus pour mieux répondre là, aux objectifs qui étaient visés à l'objectif. À la page suivante, la page 7, bon, je reviens justement aux recommandations, puis ça aussi, souvent les gens pensent, ah oui, vous faites des recommandations quand vous faites des enquêtes. Mais bon, vous avez pu le voir dans le dernier rapport annuel, puis comme plusieurs rapports annuels. Les enquêtes, il n'y en a pas. Les enquêtes formelles, il n'y en a pas tant. Parce que pour nous, une enquête formelle, c'est une enquête où on va nommer des commissaires bénévoles qui vont reprendre tout le cheminement, si on veut rencontrer les citoyens, rencontrer la ville, tout ça, puis vont produire un rapport. C'est quelque chose qui est plus long quand même comme processus. Ça n'empêche pas qu'on en fait des recommandations en dehors de ça. Quand j'interviens dans un dossier, comme la juridiction, c'est recevable, j'interviens auprès d'une direction de service, ben, on discute, on négocie, on fait de la médiation, on fait tout ça, puis on recommande des choses. C'est arrivé, j'ai vu un citoyen m'arrive avec un élément, il dit, ben oui, j'ai vu ça sur le site Internet. Je suis allée voir sur le site Internet, il y avait des erreurs dedans. Et le citoyen avait été mal informé, si on veut, à cause de ça. Ben, je n'ai pas fait un rapport d'enquête pour ça, mais le service a eu une recommandation pour faire les corrections et ça s'est fait. Et ça, ce n'est pas nécessairement
flagrant, si on veut, comme un rapport officiel, mais c'est des recommandations qui sont faites aussi. Je vous ai mis à la page 8 une citation depuis 2 mois environ. Il y a un nouveau protecteur du citoyen au Québec qui est Marc-André Dalle. Et puis, il a écrit beaucoup, notamment sur l'ombudsman. Puis je trouvais intéressant la citation où il dit « Au-delà de la réparation d'un préjudice individuel, dont la plainte des citoyens, finalement, les recommandations de l'ombudsman municipal auront souvent un caractère préventif et plus systémique de manière à éviter qu'un problème se reproduise finalement. L'action de l'ombudsman municipal vise alors tant le respect des droits des citoyens que l'amélioration de la qualité des services publics. » On voit le 2 volets là-dedans aussi, ce que je vous disais tantôt. Est-ce que ça fait partie de votre description de tâche? Parce qu'originalement, la création d'un ombudsman, ça pour servir le citoyen. Ça, c'est venu à tâche, j'imagine, ou c'était déjà implanté? Et je vous dirais que c'est des notions générales de la majorité des ombudsmans. C'est peut-être pas assez connu. Non, on n'a rien inventé dans ce sens-là. C'est peut-être pas assez connu. C'est peut-être des choses qui seraient à spécifier davantage. Bon, c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Le faire auprès de vous, puis le refaire pour tous les arrondissements. Mais même dans la constitution de l'ombudsman, on va bientôt vous arriver avec des propositions là, pour modifier la constitution de l'ombudsman date de 2011. Alors, on a, au fil des ans, on a remarqué des choses. On dit, ah, ça, c'est pas tout à fait exact, ça devrait être précisé, tout ça. Alors, on vous arrivera avec des propositions probablement là-dessus. OK, maintenant, rapidement, un petit peu d'histoire, parce que je dis justement, on n'a pas rien inventé. Là. Le concept général d'ombudsman, ça date de 1809. Donc, c'est vieux, là. C'est très vieux. Au Canada, ça fait 57 ans. Premier ombudsman canadien, c'est à l'université Simon Fraser à Vancouver en 65. Puis au Québec, en 68, protecteur du citoyen du Québec. Au niveau municipal, Montréal a été précurseur, je vous dirais, parce qu'en 2002, ils ont nommé Majoanne Savard comme ombudsman de Montréal. C'était pas prévu à la loi à ce moment-là. Alors, c'était comme, ça, je dis, c'était précurseur. Elle a travaillé fort là-dessus pour monter le bureau. Puis, éventuellement, il y a Québec qui a suivi. Il y a d'autres villes qui ont suivi. Puis, en 2006, le pouvoir des villes de nommer un bureau d'ombudsman, de se créer un bureau d'ombudsman, ça a été inclus en 2006 dans la loi sur les cités des villes. Il y a 7 villes qui se sont prévalues de ça, dont Sherbrooke. Alors, je vous ai mis là, les Montréal 2002-2003, Québec 2004, Saguenay 2005, Gatineau 2006, Longueuil, Laval, Sherbrooke 2011. Depuis ce temps-là, il y a une couille d'autres. Évidemment, il y aura une corrélation avec la grosseur de la ville. J'imagine, effectivement. Ça doit être complexe. Effectivement, ben, plus il y a de risques, qu'il y a des différents, si on veut. C'est une grosse administration, c'est plus de monde, c'est plus de services, c'est plus d'interaction, si on veut. Donc, c'est sûr que ça peut influencer. Alors, à Sherbrooke, ça a été résolution du conseil municipal en 2010 pour la décision, si on veut, d'avoir un bureau d'ombudsman. En 2011, ben, il y a eu la constitution et le cadre de fonctionnement qui ont été adoptés aussi. La loi sur les cités et villes prévoit 2 modèles d'ombudsman et les villes choisissent. Là, quand on parle de résolution, ils choisissent un ou l'autre modèle. C'est soit un ombudsman seul, alors, les employés, bien entendu, mais il n'y a pas de commissaire. Okay? Puis, il y a le modèle organique, comme il a été choisi à Sherbrooke, Québec, Saguenay, Longueuil aussi. C'est sous forme d'organisme, avec des commissaires bénévoles qui font les enquêtes. Alors, c'est 2 modèles différents. Moi, je suis à l'aise de 2011, je fonctionne avec des commissaires bénévoles.
Je suis à l'aise dans ça, d'autant plus que ça semble rassurer les citoyens quand on va en enquête. C'est sûr que tout le processus avant l'enquête, ils n'ont pas connaissance nécessairement que des commissaires. C'est moi, dans le fond, qui gère l'analyse du dossier là, au début. Mais une fois qu'on est en enquête, c'est plus formel pour les citoyens. Ils sont un petit peu intimidés au départ. Alors, quand on leur explique que les commissaires, ce sont des gens comme eux, qui sont bénévoles, qui n'ont pas de lien avec la ville comme telle, on sent que ça les rassure. Puis ils sont plus à l'aise pour livrer ce qu'ils ont à livrer comme information. Ensuite, je vous amène à la page suivante. Caractéristiques générales des ombudsmans. Bon, ça, c'est pas juste au niveau municipal. En général, c'est tous les ombudsmans. Ce sont comme vraiment des caractéristiques importantes pour nous qui font que le lien de confiance est plus facile à établir avec les citoyens et même pour la ville. Je pense que c'est bien d'avoir un regard externe qui vient analyser ce qui se passe. Alors, on a l'indépendance, l'impartialité, la neutralité, l'accessibilité et la confidentialité. Alors, au niveau de l'indépendance, à la page suivante, merci. C'est l'indépendance de l'organisation qui a formé l'organisme finalement. Et dans notre cas, indépendance de la ville de Sherbrooke. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle, aucune influence qui doit être exercée par l'administration municipale sur l'exercice des fonctions et des décisions d'ombudsman. Et je dois dire que depuis 2011, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. C'est respecté par tout le monde, de sorte qu'on a pu mettre en place nos façons de faire, notre processus, et quand on fait des enquêtes aussi, quand on négocie, c'est toujours très respectueux de cette indépendance-là. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Le fait aussi qu'on soit nommé, moi et les commissaires, on est nommés par le conseil municipal, ça aussi, ça fait une distance, si on veut, avec l'administration municipale, qui est tout à fait correcte, qui accentue le volet indépendant. Bon, ensuite, ça fait terminer ce que j'ai dit. À la page suivante, l'impartialité. Souvent, les citoyens les perçoivent un peu comme leur avocat. Et on leur dit souvent, faites attention, on est impartial, on représente les deux parties, en fait. Notre rôle, c'est de voir une situation dans sa globalité, s'assurer qu'il n'y a pas eu d'accros ou de lacunes ou des choses qui n'ont pas été bien respectées, que les processus administratifs ont été bien appliqués dans le code citoyen. Est-ce que vous gérez des situations financières? Dont le citoyen fait une réclamation financière de quelque sorte à la vie, il y a une négociation, on s'en passe quelque chose, ça c'est... Les réclamations financières, dans le fond, c'est les services juridiques de la ville. Il y a un avis de réclamation qui est rempli. Puis c'est les services juridiques de la ville qui se prononcent dessus. Puis si ils disent, bon... Insatisfaction. Insatisfaction, s'ils ne sont pas d'accord, que la ville leur dit non, on ne vous indemnise pas, par exemple, le recours qu'ils ont, c'est à la cour. Alors, on ne peut pas intervenir, c'est notre processus juridique dans le fond. On peut donner de l'information, c'est arrivé que j'ai donné de l'information, les gens ont des godots ou peu importe. Je les incitais à faire la vie de réclamation parce qu'il faut savoir que la vie de réclamation, c'est un délai très, très bref, c'est 15 jours. C'est ça. Est-ce que ça, c'est dans la loi? C'est dans la loi. C'est dans la loi sur l'équité des villes. Alors, c'est pas le service juridique de la ville, c'est pas l'administrateur à quelque part, c'est vraiment la loi. Il y a de la jurisprudence là, qui commence à mettre le doigt un petit peu là-dessus, disant c'est très court, parce que les gens, s'ils ne sont pas informés de ça rapidement, ils perdent vite leurs droits. Là, parce qu'au bout de 15 jours, s'ils n'ont pas fait ça, c'est fini. Là. C'est fini, ils n'ont plus de droits. À titre d'exemple, pour le citoyen moyen qui écouterait ça,
Moi, quelqu'un il tombe sur le trottoir parce qu'il était faux, il fait une réclamation, il attend plus quelqu'un de vous, il n'y a pas de sa chance de réclamer. Et refoulement des groupes. Le refoulement des bouts. Faut faire attention, il y a des nuances aussi au niveau des dommages corporels et des dommages. Je pose la question. Mais moi, je dirais pour les citoyens, là, c'est d'avoir le réflexe, dès qu'il arrive de quoi à faire, appelez. Appelez, informez-vous. L'avis de réclamation comme tel, il est sur le site de la ville. Donc, allez voir, appelez à la ville. C'est important de le faire rapidement. Peut-être en profiter un peu aussi pour juste donner que le 819, 821, 5858, c'est quand même un centre d'appel, tu peux recevoir aussi des plaintes pour ça. Ben, le 5858, moi, je dirais encore plus le numéro général qui vont les diriger vers les services juridiques, probablement. Le 823. Parce que, dans le fond, moi, ce que je comprends du service que vous offrez, c'est que d'abord, je dois passer à travers la machine municipale pour ensuite, là, si le conflit s'éternise, effectivement, ils viennent avec vous pour essayer d'avoir cet avis juridique-là avant de faire autre chose. Effectivement. Mais je vous dirais, avis juridique, bon, quand on parle de ça, Spécifiquement. c'est plus spécifique, mais comme on disait plus tôt, quand ils se tournent vers l'ombudsman, c'est dans l'espoir de trouver un terrain d'entente avec la ville. Si c'est juridique, ben, je ne pourrais pas intervenir vraiment. Là. Okay. Mais autrement que ça, oui. Puis l'objectif premier, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente qui va satisfaire tout le monde, et le citoyen et l'administration. C'est sûr que l'administration ne va pas faire quelque chose qui compte ces processus, ces politiques, la loi, ça va de soi. Mais c'est de trouver justement l'espace où les deux peuvent se rencontrer en toute légalité. Alors, la neutralité, ça, c'est au niveau des aucune influence politique, l'ombudsman est apolitique. Alors, peu importe qui est en place, c'est encore une fois une espèce d'indépendance aussi. Accessibilité, page suivante, ça c'est le fait que l'ombudsman, ben, c'est un service gratuit, premièrement. Alors ça le rend très accessible aux citoyens et citoyennes. Et c'est aussi la facilité. On a essayé de ne pas alourdir le processus autant que possible. Alors, ils peuvent nous rejoindre par téléphone, par courriel, par télécopieur, même de toutes les façons. On a un formulaire en place aussi sur notre site web, mais il n'est pas compliqué. Puis ça permet souvent de compléter le formulaire, ça permet aux citoyens de se faire une tête, si on veut. Le site web est indépendant de la ville, il est avec la ville. Il est indépendant de la ville, sauf que sur le site de la ville, il y a un lien qui mène à notre site web. Au niveau maintenant de la confidentialité, la plainte, le traitement de la plainte, c'est confidentiel. L'intervention que je fais auprès des services, c'est confidentiel. On ne peut pas, moi ni les commissaires, être contraints de témoigner en cours sur un dossier, sur un travail. On ne peut pas être contraint non plus de donner les documents. Alors, ça ajoute à l'étanchéité, si on veut, du processus. Ça rassure les parties, puis ça facilite le long terme, bien entendu. Au niveau maintenant, est-ce qu'il y a des questions au niveau des caractéristiques? J'essaie d'accéder, ça fonctionne pas. Pas sérieux? C'est bon. L'organisation du bureau, ben c'est ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on fonctionne avec des commissaires bénévoles. Alors, ce que ça implique, c'est que, bon, à Sherbrooke, on a choisi de rendre nos bénévoles impliqués, si on veut, qui se sentent vraiment comme faisant partie de l'ombudsman. Alors, ça implique qu'on a des réunions un mois et demi, 2 mois, à peu près, pour discuter des dossiers, le genre de dossier qu'on a, comment, c'est quoi les interventions, est-ce qu'on nous a permis, est-ce qu'on poursuit, vers quoi on poursuit.
Il y a aussi des dossiers plus généraux. On vous a parlé du 10e anniversaire de l'Ombudsman, un comité 10e anniversaire. On a un comité de promotion, de communication. C'était des façons de rendre les bénévoles plus près, si on veut, de l'Ombudsman. Puis c'est peut-être le secret pour les garder aussi. Les garder, parce qu'il y en a qui sont là depuis le début. On a des nouveaux, mais il y en a qui sont là depuis 2011. Alors, ça a été l'organisation de départ. Chez les commissaires, on essaie d'avoir la parité, c'est-à-dire hommes-femmes, autant que possible. On essaie d'avoir une variété au niveau de l'âge aussi, parce que c'est toute une question de perception, je vous dirais, qui font que ça fait des échanges très constructifs lors des réunions et lors des enquêtes aussi. On a essayé d'aller chercher des gens qui ont différentes expertises. Alors, on a un avocat, on a un urbaniste, on a des gens qui ont travaillé dans la fonction publique. C'est très varié. Ça aussi, ça amène beaucoup d'eau au moulin. Puis non seulement ça, je vous dirais, j'ai des collègues ombudsman qui, eux, font affaire avec l'extérieur souvent. Ils ont besoin d'avoir une information urbanistique, une information d'un ingénieur, d'un avocat. Ils vont à l'extérieur. C'est des sous à chaque fois. Nous, on a l'avantage d'avoir une certaine expertise interne. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais qu'on va avoir besoin d'aller frapper à la porte d'un expert externe. Mais jusqu'à maintenant, on réussit à aller chercher quand même beaucoup d'informations comme ça qui nous permettent de gérer les dossiers. Donc, vous assurez que les membres à la table couvrent pas mal de sujets, ils ont de l'expérience dans différents sujets. Exactement. Exactement. Surtout parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que c'est souvent les mêmes services qui sont interpellés. Alors, comme l'ingénierie, l'urbanisme. Alors, tous ces volets-là, on fait vraiment attention pour essayer d'avoir des gens qui sont dans nos épaules. Alors, au niveau de la permanence, ben, c'est moi et mon adjoint administratif qui est partagé à la ville avec la réception de l'arrondissement, avec le bureau des événements, la direction des événements ici. Et c'est ça, au niveau de la permanence, c'est nous deux. On est responsable de la structure d'accueil des citoyens, de l'admissibilité des demandes. Et comme je vous dis, on se rend jusqu'à un cul-de-sac, si vous voulez. Quand on rencontre un cul-de-sac, c'est-à-dire que l'administration dit non, dans ce dossier-là, notre position demeure la même, on ne change pas d'idée, puis que de notre côté, on est convaincu qu'il y a potentiellement que le citoyen est lésé, ben on va aller plus loin. C'est là qu'on va aller en enquête. C'est là qu'on va pousser la machine. À chaque année, ben, vous l'avez vu le mois dernier, le président ou la présidente dépose le rapport annuel des activités de l'Ombudsman. Page suivante. Alors, le mandat, c'est offrir aux citoyens un service de règlement des différends neutres et impartial. Comme on disait tout à l'heure, en dernier recours, au vu de la chaîne des recours possibles, le recours administratif. Rôle, mandat d'intervenir et d'enquêter quand il y a des motifs raisonnables. Et là, dans la Constitution de l'Ombudsman, on a défini ce que c'était les motifs raisonnables, ce qu'on considérait être comme des motifs raisonnables. Alors, si la ville ou son représentant agit de façon déraisonnable, injuste, abusive ou discriminatoire, manquation de devoir ou fait preuve d'inconduite ou de négligence, dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, agit dans un but injuste en fonçant sur des motifs non pertinents, n'en motivant pas l'exercice. Alors, tout à l'heure, quand je parlais des fois, les gens ne comprennent pas, ben, on est tous motivant pas l'exercice, motivant pas la décision. Alors ça, parfois, ça fait en sorte que le citoyen est juste frustré, si on veut, il ne comprend pas, il ne sait pas ce qu'il arrive. Alors, c'est là que le renseignement est important. Autre chose intéressante, le bureau de l'Ombudsman, on parle souvent justement des citoyens qui déposent des demandes, mais ce n'est pas seulement ça qui peut faire en sorte qu'on intervienne.
La mairesse pourrait nous demander d'intervenir dans un dossier, de faire enquête. Conseiller, conseillère, pourriez nous demander aussi. Pardon? Quand on fait une demande de même, c'est parce qu'on représente un citoyen ou bien une situation. Ça peut être une situation. Des fois, on a des situations dans l'actualité qui nous interpellent un peu plus, puis on aimerait ça aller un peu plus au fond de ça. Bien sûr, ça pourrait être vous qui initie ce dossier-là avec un dossier. Le comité exécutif pourrait s'adresser à nous, conseil municipal, conseil d'arrondissement, et on pourrait de notre propre initiative aussi. Un peu le même exemple, je vois des choses dans l'actualité, les commissaires voient des choses dans l'actualité, ils disent « Ah, regarde ça, je pense qu'il faut aller creuser un peu plus, voir un peu plus ce qui se passe à ce niveau. » Et là, je viens d'apprendre quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas rien que moi? Est-ce que vous en avez des demandes de la mairie pour Et jusqu'à conseiller? maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup les citoyens et citoyennes. C'est beaucoup ça. Les conseillers et conseillères, certains me réfèrent, me dirigent les citoyens vers moi. Ça va. Et autrement de ça, puis propre initiative, c'est arrivé il y a 7 ans, à peu près. On avait fait un dossier d'initiative dans le sens qu'on s'était penché sur la possibilité pour la ville d'avoir une déclaration de service aux citoyens. Alors ça, c'était un dossier d'initiative qu'on avait. Je vous dirais, moi, comme secrétaire générale, puis je suis en lien avec d'autres ombudsmans, les ombudsmans des villes, j'aimerais ça en faire plus de dossiers d'initiative. C'est quelque chose d'important, et je trouve ça passionnant aussi d'aller au fond des choses sur des sujets qui peuvent toucher beaucoup de monde. L'impact est important. L'impact est important. Sauf que, je vous dirais, on n'a pas fait beaucoup compte tenu un petit peu des ressources qu'on a. C'est sûr que je veux donner priorité aux citoyens qui déposent une demande. Ça va être souvent. Mais je vous dirais que je cours après mon temps beaucoup. Parce que tout le reste, je peux vous parler de réunions avec les bénévoles, bon, etc. On manque du temps, ça aussi. Fait que, dossier initiative, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est ça, au niveau des ressources, actuellement, c'est un petit peu difficile à ce niveau-là. Mais c'est dans nos pouvoirs, c'est dans les choses qu'on pourrait faire et que j'aimerais bien faire. Donc, les femmes nous demandent de projet. C'est dans les cartons. Donc, les derniers recours, on en a parlé tout à l'heure, on va passer au travers de l'appareil municipal et les cours déjà en place. Limite du mandat. On ne pourrait pas intervenir dans une décision du conseil municipal, du comité exécutif, d'un conseil d'arrondissement, d'un comité, d'une commission, CCU, par exemple, ces choses-là. Okay? Dans les relations de travail aussi, employés de la ville ne peut pas intervenir. Décision d'un policier avec un citoyen ne peut pas intervenir là-dessus. D'ailleurs, de toute façon, il y a déjà la déontologie policière, il y a déjà des choses de prévues. Vérificatrice générale, vérificateur général, on ne peut pas intervenir. Naturellement, tribunal, organisme, la régie de l'énergie, les choses comme ça, on ne peut pas intervenir là-dessus. C'est illégal, ça appartient à ce domaine-là. Je ne peux pas enquêter non plus sur différents privés en citoyen. Deux voisins qui ne s'entendent pas, ça crée des problèmes, je ne peux pas intervenir là-dedans. Je pourrais refuser d'enquêter sur un litige qui date de plus d'1 an. Par contre, je vous dirais que, puis ça, j'en ai déjà discuté avec mes avocats également, c'est certain que quelqu'un qui vit des inconvénients depuis au-delà d'1 an, puis qui vient nous voir comme à bout de souffle, tout ça, mais c'est pas de la négligence d'avoir déposé une demande plus tôt. C'est vraiment les circonstances qui font en sorte que ça se peut qu'on intervienne quand même. Ça fait 1 an et 2 mois. C'est pas un citoyen dans la misère pour ça. Mais quand on parle de différence entre
dans le voisinage, quelque chose comme ça, notre voisin. Il y a un autre service que vous devriez référer. Je sais qu'il y a un service de médiation. Ah oui, la médiation citoyenne, oui, effectivement, effectivement. La médiation citoyenne, parfois, c'est des cliniques juridiques aussi auxquelles on peut référer les gens. Oui, il y a d'autres ressources, on ne laisse pas les gens en plan pour eux. Bon, une page suivante, comment nous interpeller, ben, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités pour les citoyens de le faire. La procédure comme telle, ça, je pense qu'on en avait parlé peut-être un petit peu lors du dépôt du rapport annuel. On commence toujours par voir est-ce que la plainte est recevable ou pas. Si oui, bon, analyse, intervention par mois au départ et éventuellement possibilité d'enquête. Si c'est irrecevable, donc ça ne fait pas partie de notre juridiction, par exemple, là, on essaie de diriger la personne vers d'autres ressources qui vont pouvoir le faire. La procédure, bon, cueillir de l'information. Et là, quand je dis cueillir de l'information, c'est pas juste au niveau du citoyen, c'est au niveau de la ville. Quand on dit qu'on est impartial, c'est aussi dans notre façon de faire. Au niveau de, justement, cueillir de l'information, je vais aller chercher les deux côtés. Comme en enquête, même chose. On rencontre les citoyens, mais on rencontre aussi les gens de la ville. On fait la même chose des deux côtés. On explique, on recherche une solution satisfaisante pour toutes les parties, on fait des recommandations. Parfois, c'est des solutions administratives, c'est-à-dire sans enquête. Juste en négociant, on réussit une solution. Vous avez des exemples d'informations, je pense que j'en ai donné un petit peu des choses. J'ai plus que mon 5 minutes de. Particularité, page 30 et 31, en fait, la particularité de l'ombudsman, des pouvoirs de l'ombudsman, c'est qu'on peut entendre des témoins. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous rencontrer, bon, monsieur, madame, une telle de l'administration ont traité son dossier, donc on pourrait rencontrer cette personne-là. On a le droit d'avoir des documents aussi. Le dossier ville, on y a accès. On n'a pas besoin de passer par l'information. On a le droit d'avoir ça. Et ça, c'est des avantages. C'est vraiment important, ça. Oui, oui, c'est un plus, c'est des moyens supplémentaires qu'on a, qui sont particuliers à l'ombudsman. Bon, on parlait du rapport d'enquête, on a discuté tout à l'heure. Ah, page 32, ça, je peux vous parler de ça au niveau des recommandations. Quand on dépose un rapport d'enquête, on le dépose sur le nom du citoyen, mais on dépose à la direction générale qui va faire cheminer auprès du service concerné le rapport et les recommandations. Ce sont des recommandations. Alors, l'administration décide, vous décidez si ça doit être retenu ou pas. Dans la mesure où c'est retenu, la plupart sont retenus, je vous dirais, dans la mesure où c'est retenu, nous, on veut s'assurer que c'est mis en œuvre. C'est pas obligé. Alors, on fait le suivi avec les services concernés, la direction générale. On s'est donné comme politique 3 ans. On s'est dit, pendant 3 ans, pourquoi? Parce que ça donne l'occasion aux services de mettre en œuvre la recommandation. S'ils ont des choses à ajouter, par exemple, des textes à ajouter sur le site Internet, ou à modifier. S'ils ont des choses qui leur demandent de rédiger un long document, une nouvelle politique, c'est le temps de le faire. Alors, on leur laisse une certaine période pour ça. On fait un suivi à chaque année, on revient auprès du service. On dit, bon, ce dossier-là, vous en êtes rendu. Avez-vous mis en application? Puis, d'année en année, des fois, il y a des recommandations que, oui, ça c'est fait, mais il reste celle-là. Alors, à chaque année, vous allez voir dans le rapport annuel le suivi de ces recommandations-là pendant 3 ans. Est-ce que la recommandation, est-ce qu'il y a une entente qui vient avec? On vient vous discuter tel temps. J'ai ça à la c'est une entente avec le service qui vous envoie une recommandation.
Ben, l'entente, ils savent qu'on fait des suivis pendant 3 mois. Donc, il n'y a pas de date de fixée. Il n'y a pas de date de fixée comme telle. Mais moi, je vous dis, à chaque année, on revient. C'est sûr qu'on revient. Puis après le dépôt du rapport d'enquête, on rencontre le directeur général avec le directeur ou la directrice du service pour s'assurer qu'on fait bien la même chose qu'on a voulu dire, finalement. On s'entend tous sur la même chose, puis là, chacun peut faire ses devoirs. Au final, j'imagine que dans une recommandation, on peut avoir une durée de temps aussi, de dire par exemple que l'action X, Y, Z soit posée à l'intérieur de 6 mois ou à l'intérieur de 12 mois. Puis à ce moment-là, vous faites le suivi également. Ça pourrait arriver. Ce qu'il faut faire attention, c'est que nous, quand notre rapport d'enquête est déposé, on fait le suivi administratif au niveau de l'administration municipale. Mais c'est bien entendu qu'auprès du citoyen, c'est le service qui doit le faire le suivi. Okay? Parce que là, notre travail se termine avec le dépôt du rapport d'enquête. Mais on s'assure que c'est ça, c'est mis en œuvre, on s'assure que le citoyen va avoir un suivi de l'administration aussi. Ça répond? Ouais. Je vous avais remis l'espèce de processus là, que vous avez déjà de toute façon là, vu avec le rapport annuel. Alors, je ne repasserai pas au travers. Là, ça devient quand même une bonne. C'est logique aussi. L'autre partie qui est plus en lien avec vous au niveau des comment je gère les relations avec l'ombudsman, étant donné la confidentialité, étant donné tout ça. Moi, je me suis toujours dit, on a un objectif commun, c'est que les citoyens aient des bons services, puis que l'administration soit à l'écoute des citoyens. Fait que, avec ça, ben, comment on travaille ensemble dans ce sens-là? Je me suis déjà fait demander, est-ce qu'on peut vous parler? C'est vraiment là, oui, on peut se parler. Il y a toujours l'aspect confidentialité, mais je veux dire, on peut traiter d'enjeux généraux puis de discuter ensemble sans problème. La porte est toujours ouverte, pour le faire. Oui, vous pouvez diriger les citoyens vers l'ombudsman. Ça, je pense que c'est déjà commencé, les élus ont commencé à le faire. Bon, je vous ai noté, là, un peu comme je vous ai dit tantôt, il faut que le citoyen, avant d'arriver chez nous, il faut qu'il ait passé par la ligne générale, le 5858, il y a la plateforme qui s'en vient, l'expérience citoyenne. Ça va aussi être un outil pour les citoyens et pour les gestionnaires, je dirais. Mais c'est ça. Une fois que ça c'est fait, si le citoyen se sent encore lésé, qu'il a encore l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, ben, on est là en ce moment. Le dernier recours. Est-ce que si vous me référez à un dossier, par exemple, est-ce que vous allez avoir un suivi de l'ombudsman? Non. Désolée, mais dans le sens où le principe de confidentialité me permet pas d'aller plus loin avec vous dans ça. OK? Par contre, c'est certain que dans le rapport annuel, s'il y a une enquête dans ce dossier-là, ben, elle risque d'apparaître dans le rapport annuel avec les recommandations et le suivi des recommandations. Et c'est peut-être comme ça que vous allez avoir un écoute, si on veut. Si le citoyen veut vous en parler, ça lui appartient. Hein. Mais l'information vient pas de nous. Le délai de traitement, c'est souvent aussi des questions que les gens se posent. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le délai de traitement d'un dossier. La complexité du dossier, bien entendu. Est-ce que ça concerne plus qu'un service ou pas? Le délai dans lequel l'administration nous donne les réponses, et est-ce que les réponses sont complètes? Ça aussi, ça peut jouer, parce que les réponses ne sont pas complètes, ça nous oblige à redemander. Ça aussi, ça influence. Le fait, en période de rédaction de rapport annuel, en période de dossier d'enquête, c'est sûr que c'est des dossiers qui demandent un peu plus de temps. Alors, c'est sûr que ça influence aussi les délais de traitement des dossiers. Le fait que le poste de secrétaire général soit de 3 jours, je fais tout ce que je peux
C'est sûr que moi, ce que je veux, c'est offrir le meilleur service possible. Mais ça influence, je veux pas. Des fois, les services me répondent le jeudi, le vendredi, ben, je vois la réponse le lundi, je leur réponds, ils ne sont pas là. Vous voyez que ça fait aller loin. Ça, je trouve ça dommage. Comme je vous dis, je fais mon maximum avec les ressources que j'ai à ce niveau-là. Mais c'est un facteur qui peut être facile. Est-ce que l'ombudsman peut me dire s'il va y avoir une enquête en génocide? Vous me répétez. Je ne vous dirai même pas si oui ou non il y a une enquête. Ça va jusque-là. Ma confidentialité est très hermétique. J'essaie qu'elle soit le plus hermétique possible. Et bien que ce n'est pas un manque de considération ou quoi que ce soit, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour garder ça étanche, pour la confiance du citoyen aussi. C'est important. Je pense que ça fait pas mal le tour. Comme j'avais dit au début de la pandémie, je pourrais vous en parler longtemps. Vous voyez, j'ai dépassé de longtemps. On veut juste vous remercier. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dans le fond, le rapport de l'ombudsman, ça arrive, vous avez dit, une fois par année. Oui. C'est On parle autour de quel printemps. temps? Au printemps, mai-juin habituellement. OK. Tous les dossiers traités apparaissent sur le rapport. Non, pas Non. tous les dossiers traités. Pas bien, non. Non. De façon générique, c'est des dossiers qui apparaissent. On fait quelques résumés pour donner une idée du type de dossier qu'on fait. Mais on va pas plus loin. Puis on va avoir les dossiers dans le public suivi de la marque. Je peux vous remercier beaucoup, mais je vais peut-être faire une parenthèse, peut-être donner vos coordonnées verbalement, peut-être en anglais aussi. Les coordonnées, bon. Numéro de téléphone. Alors, on est situé au bureau de l'arrondissement d'Enoxville, au 150 rue Queen, bureau 111. Le téléphone dans le 819-563-7352. Le site de l'ombudsman, ombudsman@sherbrooke.ca. Alors, c'est simple. Pour les gens qui fonctionneraient avec un télécopieur, 819-563-3705. De moins en moins. Ça existe encore. Ouais, ça arrive. Puis le service est disponible pour les anglophones. Le service est disponible pour les anglophones aussi. So I'll repeat the information just for Anne, répondamment tu veux le faire. So the ombudsman is located in the Arborough office here in Montreal, and their phone number is 819-563-7352. And the service is offered to all citizens who have exhausted all the services, all the steps that they have to take through our services. So that's when you have the occasion to call the ombudsman, it's when you don't have satisfaction, there is a mediation service for you all. Donc, merci beaucoup. Merci à vous pour les. Okay. Ça serait la fin de. Il n'y a pas d'autres points sur notre agenda, donc ça serait the adjournment, donc la fin de notre rencontre. Merci.